bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. Aujourd'hui, on va parler de bus sans chauffeur et l'intelligence artificielle. Vous savez, l'intelligence artificielle, c'est notre futur, c'est extrêmement important. Même le président français Emmanuel Macron, lors de sa visite d'État en Chine de 3 jours, il a participé à un forum sur l'intelligence artificielle. Vous voyez, le jeune président français connaît bien notre futur, le futur de notre humanité. Voilà. Et pour parler de bus sans chauffeur, la France, dans ce domaine, est très avancée. Je me rappelle, lorsque j'étais en France, j'adorais aller à la ligne de métro 14 de Banque Nationale de France jusqu'à l'Opéra, parce que c'est une ligne sans chauffeur. J'adore aller dans le premier rame pour voir justement comment un train qui roule sans chauffeur. Et récemment, il y a une information en France à la télévision qui m'a attiré l'attention. Justement, c'est sur l'essai de bus sans chauffeur. Maintenant, on passe de métro au bus. Bus sans chauffeur, c'est vraiment formidable. Imaginez que dans le futur, le bus dans les villes sans chauffeur, c'est quelle image. Mais ce qui m'intrigue aussi un peu, c'est que le journaliste a fait le tour d'horizon de toutes les recherches dans le monde entier sur le bus sans chauffeur, mais il n'a soufflé aucun mot sur les recherches de notre pays, la Chine. Ce qui est un peu bizarre, on va chercher pourquoi. Avant de commencer la discussion avec mes deux invités, Ding Yifan, que vous connaissez très bien, économiste et politologue. Il fait beaucoup d'énergie aussi sur la recherche sur l'intelligence artificielle. Et monsieur Denis, vous êtes directeur Asie de Roland Berger. Voilà. Et vous êtes bienvenu, et ce n'est pas la première fois, et j'espère que vous venez encore plus souvent sur notre plateau. Voilà, avant de discuter avec vous, je vous invite, et avec nos chers téléspectateurs, regardez ce petit reportage sur le bus sans chauffeur testé en Chine, à Shenzhen. Voilà. Depuis quelques années, les pays du monde entier accordent de plus en plus d'importance au développement des voitures sans conducteur. Et la Chine ne fait pas exception. 4 bus intelligents sans conducteur ont été mis à l'essai à Shenzhen début décembre. Ici, c'est la station de Hailiang, le premier arrêt de la ligne Baotian, qui est actuellement à l'essai. Et à côté de moi se trouve justement un de ces bus intelligents Alphaba. Allons voir comment il fonctionne. 哎，司机师傅您好。你好。这不是无人驾驶公交吗？为什么还需要司机坐这儿呢？这个车呢有一个7+1的安全防护，一呢就指我一个司机的作为一个安全员。现在我给你展示一下这个自动驾驶，给你看一下。欢迎乘坐阿尔法巴智能驾驶公交。Le volant règle sa position automatiquement. Thank you for using Alphaba Intelligent Public Bus. 自动驾驶的这个方向盘呢，我手握在这里，现在你是打不动的。哦，您是说这个方向盘现在是打不动的，是吧？对啊，你可以试一下，这个方向盘你是拉不动的，对。哦，是的。你怎么打都打不动的。Là, il y a une voiture devant nous. Le volant commence à tourner vers la gauche pour l'éviter. Voilà. Maintenant que l'obstacle a été évité, le volant tourne vers la droite pour revenir sur la voie. Pour l'instant, ce bus sans conducteur est seulement réservé à certaines personnalités ou à des résidents de la ville qui ont reçu une invitation. Il n'est pas encore officiellement en service. 今天呢，到深圳来，正好有幸成为受邀乘客。坐上去以后呢，很有安全感，因为呢，首先是个智能车嘛，智能车没有人驾驶，所以给人的感觉呢，好像是安全感上受一点有点欠缺。实际坐了以后呢，安全感觉很好，舒适的程度呢和这个有人驾驶差不多，甚至比有人驾驶还好。这个体验很好，而且坐上这个无人驾驶巴士吧，好像跟有人开，都没什么区别，而且好像刚才看了一下有一个什么障碍物哈，而且很安全很好，一下子它就自动就停了，真的是给人一种安全感，很好。
L'expérimentation du bus Alphaba attire de nombreux habitants de la ville, mais aussi des visiteurs plus inattendus, comme ce japonais que nous avons rencontré sur la zone d'essai. 日本から来て、昔はすごくもう少しなんですか、遅れてたイメージがあったんですけど、このバスを見てすごい今新鮮市がすごく進んでるなって改めて久しぶりに来てすごく感じました。 Bon, voilà, c'est le chauffeur, c'est le bus sans chauffeur. Alors, Ivan, c'est probablement la technologie de la Chine n'est pas suffisamment avancée pour que les médias français ne parlent pas. Mais non, parce que il faut dire que finalement le chauffeur, le bus sans chauffeur a été inventé il y a déjà plusieurs années. Il était pratiqué, testé dans toutes les régions de Chine. Seulement à Shenzhen, ils ont eu le courage d'en faire un bus de ligne. Maintenant, donc, ça veut dire que la technologie est suffisamment développée, suffisamment mûre pour être mise en application. En fait, ce genre de choses, l'été dernier, à Tianjin, donc dans la ville à côté de Pékin, il y a eu un grand congrès mondial de l'intelligence artificielle. Donc il y a eu des compétitions. Des compétitions des véhicules sans chauffeur. Il y a toutes sortes de véhicules sans chauffeur. Non seulement le bus, les véhicules. Venant de tous les horizons du monde, des États-Unis, de l'Europe, probablement de France. Et on va essayer de faire en sorte que dans l'avenir, les voitures seront tous sans chauffeur. D'accord. Souvent, les médias français négligent un peu cette sorte d'information sur la Chine. Pourquoi? C'est bizarre, hein, sinon? J'ai pas la même impression. En particulier, je pense que dans les temps récents, dans les 2 dernières années, il y a une très forte couverture dans les médias français, dans la presse générale, dans la presse spécialisée, des avancées technologiques de la Chine. En particulier de tout ce qui est très proche des consommateurs, qui est au fond des innovations très visibles, très tangibles pour les consommateurs. Il y a une influence dans la société, dans la vie courante. Dans la vie courante, sur la société. Alors, pour les consommateurs chinois d'abord, mais aussi pour les consommateurs chinois lorsqu'ils voyagent. Donc, on a beaucoup parlé, par exemple en France, du paiement mobile, du paiement avec WeChat, du paiement avec Alipay, puisque c'est disponible maintenant dans beaucoup de magasins en France, en Europe, partout dans le monde. C'est disponible pour les touristes chinois qui voyagent. Et du coup, ça intéresse beaucoup les médias qui voient cette alternative se développer au système de paiement. Et donc, je crois qu'en effet, on parle beaucoup de la technologie chinoise en France. On parle du paiement, on parle des systèmes peer-to-peer d'assurance ou de crédit, on parle du véhicule autonome, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle aussi beaucoup des entrepreneurs chinois. Donc Jack Ma est très célèbre en France, on en parle beaucoup, il a une très forte couverture. Il était avec le président Macron oui, c'est facile aussi, donc je crois que peut-être cette impression existait dans le passé, mais je crois au contraire qu'aujourd'hui, les médias français se tournent beaucoup vers la Chine pour montrer finalement toutes ces avancées technologiques qui bénéficient, qui apportent des petits bienfaits quotidiens, alors d'abord aux consommateurs chinois, mais peut-être un jour rapidement aux consommateurs français. Oui, alors, Tenifa, le niveau de la recherche et technologie de la Chine par rapport aux autres pays dans le monde, quel est le niveau de recherche technologie chinoise? Pour être franc, je pense que dans le domaine de l'application, en fait, les sociétés chinoises se comportent très bien sur le plan international. Je pense que... mais pour ce qui est de la technologie fondamentale, c'est-à-dire à partir de lancement d'une nouvelle idée technologique, etc., il faut dire que c'est encore des sociétés américaines ou des laboratoires de recherche des entreprises américaines qui sont en avance. Mais donc ils sont plutôt côte à côte. Les sociétés chinoises ou des laboratoires de recherche des sociétés chinoises ont des avantages dans le domaine de l'application et les laboratoires des sociétés américaines ont de l'avance sur les sociétés chinoises pour ce qui est de la recherche fondamentale. Mais visiblement,
l'environnement chinois est plus favorable au développement de ça, de l'intelligence artificielle, je pense, que même aux États-Unis. Par exemple, Microsoft a un laboratoire de recherche sur l'intelligence artificielle, et en Chine et à Silicon Valley, en Californie, ils développent en même temps, parallèlement, une même technologie de l'intelligence artificielle. À la fin, celui de Chine est devenu une star à la télévision, sous forme de robot. Cette intelligence artificielle est capable de faire de la poésie, de faire des tas de choses. Oui, il est capable de concurrencer avec un footballeur pour le lancement de football. C'est incroyable. Donc, il fait beaucoup de prouesses, mais celui à Silicon Valley, aux États-Unis, a été fermé. Carrément tué. C'est parce qu'il manque de... Non, ce n'est pas parce qu'il manque de marché, c'est parce que celui en Chine a fait beaucoup de progrès en littérature, en poésie, en toutes sortes de choses. C'est-à-dire qu'il fait beaucoup de progrès, mais sur le plan positif. Alors que celui qui est aux États-Unis, parce que l'intelligence artificielle, il y a une interaction entre la société, les humains, et la machine. Ce qui s'est passé en Californie, c'est que cet ordinateur ou ce superordinateur a appris beaucoup de choses négatives. On lui dit qu'il a appris des slogans fascistes, il est devenu très populiste. Finalement, l'équipe de recherche pense qu'il est devenu incontrôlable. Il vaut mieux le fermer que de laisser tester par ce genre de réaction humaine. Ça reflète un peu l'ambiance de la société américaine. Je reviens sur le bus sans chauffeur parce que sur cette utilisation, moi, je pense que si on va regarder encore un peu plus près, on pourra avoir d'autres découvertes. Voilà, on va regarder ensemble. Tant sur le plan technique que commercial, la faisabilité du projet Alphaba n'est plus à démontrer. Mais Alphaba n'est pas un simple bus, partie intégrante de la dernière génération chinoise de transports intelligents utilisant des énergies renouvelables. Il est surtout un projet pensé pour les utilisateurs des transports en commun. 现在这个阿尔法八试营阶段呢，我作为一名工程师，我每天的工作就是采集雷达数据，然后提供到我们这边分析，然后进行优化这块。然后下面呢，我可以带你们参观一下我们外面车上的雷达。这个呢是我们车上的激光雷达传感器，它能探测到200米之内的任何东西，比方说行人啊、车辆啊这些，它的探知速度呢比人的肉眼还是要快很多的速度。这个，然后它把这些采集到的数据啊，探测到数据，然后传输到我们的这个控制台这边，就是工控机这边，然后对它进行一个数据处理。数据处理之后呢，然后下发一个指令，比方说，障碍物比较近了，比方说100米，我们车进行减速；比方说50米的时候，我们车再进行减速；30米的时候，我们可以执行停车的一个这样子指令。其实法国有两家。Il y a en France 2 entreprises qui ont aussi fait un beau travail d'innovation, Navia et EasyMile. Mais d'un point de vue technique, nous n'avons pas emprunté le même chemin. Leurs voitures sont réellement sans conducteur. Le niveau d'autonomie est très élevé. Ces voitures sont utilisées principalement dans des sites fermés, alors que nous, notre objectif, c'est le transport en commun. Nous nous penchons davantage sur les attentes des utilisateurs. Finalement, nous sommes assez différents. De plus, l'énergie stockée de leurs véhicules n'est pas suffisante pour le transport en commun, alors que les nôtres ont une énergie stockée de 47 kWh. Notre énergie stockée et notre vitesse de recharge sont de loin supérieures à celles de nos homologues français. Nous insistons toujours sur un point. Nous ne créons pas de jouets pour les plus fortunés. Au contraire, nous nous efforçons de mettre la mobilité intelligente à disposition des gens ordinaires. Nous voulons accélérer la généralisation des transports intelligents, de l'intelligence artificielle dans toutes les couches de la population et donner la possibilité aux gens qui ne savent pas conduire, aux enfants, aux personnes âgées et aux handicapés de profiter des transports intelligents. Cela fait à présent 4 mois que les bus équipés du système de conduite automatique Alphaba ont été mis à l'essai. Ils ont atteint un kilométrage de 8000 km. Mais conformément à la législation, ces bus intelligents ne peuvent pour le moment circuler que dans certaines zones spécifiques. La date de leur mise en circulation officielle n'est pas encore connue.
La prochaine étape pour Alphaba, étendre ces tests à d'autres zones de Shenzhen, comme l'Université des sciences et technologies de Chine du Sud. Voilà, c'est assez impressionnant, hein, mais selon le reportage, la technologie de ce bus sans chauffeur est très avancée déjà. Je ne sais pas si c'est vrai. Oui, je crois que c'est vrai. La Chine s'est donné en 2015 un plan pour avoir le leadership sur ces technologies en 2025. Et on commence à en voir déjà les résultats. Comme ça a été très bien expliqué dans le reportage, il y a plusieurs approches sur le véhicule autonome. Il y a une approche qui consiste à dire je fais un véhicule complètement autonome sans intervention humaine. C'est ce qu'on a vu. Aujourd'hui, plutôt dédié à des applications commerciales ou utilitaires, donc des bus, probablement demain des taxis, des engins de livraison, et dans des sites qui sont désignés. Et donc pas partout, pas dans un monde mou et incertain qui est la ville pour tout le monde. L'autre approche, c'est l'approche évolutive qui consiste à petit rendre des véhicules normaux, votre voiture, ma voiture, complètement autonomes. Et c'est deux approches complètement différentes, et c'est vrai que la Chine et les constructeurs chinois, les constructeurs automobiles chinois, mais aussi les entreprises technologiques chinoises, sont plutôt sur la première approche, qui est d'avoir des véhicules totalement autonomes, quitte à commencer par des applications commerciales. Et la Chine est en pointe parce que finalement, quels sont les acteurs qui sont en pointe sur ce sujet du véhicule complètement autonome? C'est plutôt des acteurs de la technologie, ce ne sont pas les acteurs de l'automobile. C'est Baidu en Chine, c'est Google avec Waymo, donc qui est son expérimentation de véhicules autonomes. Pourquoi? Parce que les technologies qui sont utilisées, c'est des technologies de calcul, c'est des technologies de traitement des données. Un des enjeux qui a été cité dans le reportage, c'est de faire les calculs plus vite et en consommant moins d'énergie, parce que sinon ça prend de la place, ça consomme de l'énergie. Donc une des technologies critiques, c'est l'arithmétique parcimonieuse, c'est-à-dire qui utilise moins de puissance de calcul. Et il y a plusieurs approches différentes. Une des sociétés leaders dans le monde que beaucoup de gens utilisent, en particulier que les entreprises américaines ou européennes utilisent, c'est Mobileye, c'est une société israélienne. Mais les Chinois sont en pointe dans ce domaine. Et c'est une approche assez différente de l'approche des constructeurs automobiles, des Chinois, Changan, Geely, des Européens, avec en particulier Audi, qui est très en pointe, et qui cherchent, eux, plutôt à, de petit à petit, rendre autonome le véhicule, probablement d'abord sur des autoroutes, et puis après en ville, tous les jours. Mais j'ai une question vraiment bête, vous êtes économiste, mais nous sommes un pays avec 1,3 milliard, nous avons beaucoup de main-d'œuvre. Pourquoi un bus sans chauffeur, c'est encore voler un peu le travail des chauffeurs, non? Cela dépend, parce que la technologie, ça rend beaucoup de services aux chauffeurs. Maintenant, je pense que pendant un certain temps, même le véhicule ou le bus sans chauffeur va employer un chauffeur pour rassurer les passagers. Comme dans le cas tout à l'heure, nous avons vu dans un bus sans chauffeur avec un chauffeur, parce qu'il est là pour rassurer ses passagers. Autrement. Et apporter des services, au fond. Pendant longtemps, on a dit qu'il ne fallait pas parler aux chauffeurs et qu'on ne pouvait pas acheter de tickets aux chauffeurs. Maintenant, on pourra acheter des tickets ou en tout cas valider son pass virtuel avec le chauffeur. Bon, voilà, l'intelligence artificielle, peut-être, c'est notre futur. Alors, où est la situation de la Chine actuellement? Je vous invite à regarder notre troisième reportage sur l'intelligence artificielle en Chine. En quelques années, la Chine a accompli de grands progrès technologiques dans la course mondiale à la voiture autonome. Les constructeurs automobiles chinois tels que FO, SAIC Motor, BYD et Chang'an ont commencé à mettre en place une véritable industrie de l'automobile intelligente. En 2015, l'entreprise Baidu a réalisé ses premiers essais de voitures entièrement autonomes, des tests réalisés en environnement urbain, sur circuit et sur autoroute. Le géant chinois de l'Internet a également lancé une plateforme dédiée aux voitures autonomes dont l'ambition est de produire rapidement une large gamme de véhicules. Au-delà du secteur des voitures autonomes, les entreprises chinoises investissent aujourd'hui massivement dans les technologies de l'intelligence artificielle. D'après les analystes, si la Chine poursuit sa vitesse actuelle de développement, elle pourrait devenir le numéro 1 mondial dans ce domaine d'ici 2025 ou 2030. Alors, numéro 1 mondial d'ici 2025, est-ce que c'est possible pour un pays comme la Chine qui se dit un pays en voie de développement?
Oui, mais la Chine, en voie de développement, ça a plusieurs connotations. D'abord parce que ça a eu une connotation du passé, qui a eu une connotation plus ou moins politique, pour se ranger aux côtés des pays en développement qui étaient des anciennes colonies, etc. Il y a plusieurs connotations. Ça n'a rien à voir avec la recherche oui, avec sur l'état de recherche et l'intelligence artificielle. Il faut dire que, oui, des sociétés chinoises, ainsi que le gouvernement chinois, des institutions plus ou moins liées au gouvernement chinois, ont investi beaucoup dans la recherche et le développement de l'intelligence artificielle. Et il faut reconnaître que dans beaucoup de domaines, la Chine est en avance sur le monde dans l'intelligence artificielle, justement parce que nous avons beaucoup d'instituts de recherche plus ou moins indépendants de l'Académie des sciences, du ministère de télécommunications, d'industrie, etc. Et nous avons aussi des commandes en provenance de l'armée, etc., qui favorisent ce genre de développement. Et je viens d'une tournée à Sichuan et dans ces universités dans le sud-ouest de Chine. Au centre-ouest de la Chine. Ils font beaucoup de recherche de l'intelligence artificielle. Et tout cela contribue au progrès de Chine dans son ensemble. Apparemment, un ancien conseiller de Donald Trump, Bannon, avait dit que la Chine, dans le domaine justement de la recherche de l'intelligence artificielle, la Chine est maintenant leader mondial. Et il a dit que qui tient ce domaine tient le futur. Je ne sais pas, en France on entend souvent dire que la Chine est un pays sans la liberté de penser, donc il ne peut pas avoir l'avancée technologique parce qu'ils ne sont pas libres. Est-ce que vous êtes en Chine, vous connaissez bien le milieu scientifique de la Chine, est-ce que dans ce domaine, les scientifiques chinois peuvent devancer les autres pays? C'est une concurrence mondiale et la bataille qui se joue, c'est une bataille pour le leadership sur les technologies fondamentales, les briques technologiques qui constituent l'intelligence artificielle et sur ses applications comme le véhicule autonome. La Chine est certainement en avance, elle a plein d'avantages. Elle a beaucoup de capital, il y a beaucoup d'argent. Oui, il y a un alignement. Il ne manque pas d'argent actuellement. C'est vrai dans ce domaine comme dans d'autres. Il y a un alignement très fort des pouvoirs publics, des entreprises publiques, des entreprises privées. Est-ce qu'on a suffisamment de talent aussi en Chine? Il y a beaucoup de talent. Les universités produisent chaque année des ingénieurs, des millions et des millions de chercheurs. Donc il y a une grande réserve. Il y a un marché. Comme vous l'avez rappelé, c'est très important. En fait, il y a un marché de la mobilité, par exemple, pour revenir sur le véhicule autonome. Et ce marché est absolument critique parce qu'il y a beaucoup d'embouteillages dans les grandes villes chinoises. Donc, trouver des solutions de mobilité intelligentes et nouvelles qui ne reposent peut-être pas sur la possession d'un véhicule par chaque personne, mais plutôt sur des véhicules autonomes, c'est une bonne solution, probablement pour le monde entier, mais certainement d'abord pour les grandes villes en Chine. Donc cette combinaison de facteurs donne un grand avantage à la Chine, mais ça reste une concurrence, mondiale. N'oublions pas que le marché de l'automobile, pour revenir sur le véhicule, c'est un marché mondial dans lequel les Européens, les Américains ont dominé pendant longtemps. Dans le véhicule autonome, dans le véhicule électrique, il y a une opportunité de passer une étape finalement. Et donc, pour un pays comme la Chine, c'est l'occasion de reprendre le leadership dans ce domaine et d'utiliser son marché domestique pour devenir un constructeur mondial. Voilà. Je voudrais que vous décrivez votre société dans le futur où l'intelligence artificielle domine notre société. Quelle image avez-vous dans la tête le moment où l'intelligence artificielle devient une réalité? Je pense que maintenant dans les médias de tous les jours, que ce soit les médias occidentaux ou chinois, on crée artificiellement une peur de l'intelligence artificielle. On dit oui,
l'ère de l'intelligence artificielle est arrivée et tout le monde va être en chômage parce qu'on n'a plus besoin d'être humain. Oui, je pense que ou on jouit de la vie, pourquoi pas? Non, c'est une panique qui est créée plus ou moins chaque fois qu'il y a une avancée technologique Ça dans fait toujours notre société. C'est toujours le cas. Ce n'est pas la première fois. Chaque fois, quand il y a une percée technologique importante qui arrive dans notre société, ça crée une panique. Cette fois-ci aussi, ça crée une panique. Mais toutes les fois, la percée technologique nous sert comme instrument. Cela nous facilite. Avec des équipements, nous nous sommes libérés de nos forces physiques. Et avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, je pense que dans l'avenir, on sera libéré de notre esprit. On aura le loisir de faire beaucoup plus de choses, beaucoup plus créatifs, et puis le reste, ça va être l'intelligence artificielle. Oui, il peut tout faire et il peut améliorer beaucoup de choses que nous sommes encore incapables de le faire maintenant instantanément. Même un jour, il fait la guerre entre eux et nous pouvons réjouir. Et monsieur... Peut-être 2 points. On nous prédit la fin du travail depuis longtemps. Oui. Et pourtant, on continue de travailler. Mais c'est clair que la transition, notre cabinet Roland Berger a fait une étude en Europe, on prédit 30-40% d'emplois qui vont être automatisés. Et ça n'est pas seulement 30 à 40%. Et ce n'est pas seulement des emplois de col bleu dans des usines remplacés par des robots. C'est beaucoup d'emplois tertiaires, de gens qui sont aujourd'hui dans des services administratifs et dont les tâches vont pouvoir être automatisées dans un futur assez proche. Donc c'est clair qu'il y a un défi, c'est sans doute pas la fin du travail, mais il y a un défi de transformation du travail et de transformation finalement aussi de la structure de revenus de la société. Parce que si le travail n'est plus la seule source de revenus pour les gens, qu'est-ce qui peut remplacer cette source de revenus? Qu'est-ce qui peut remplacer la socialisation qu'apporte le travail? Donc il y a des défis économiques et sociologiques très forts. En revanche, on peut aussi voir l'intelligence artificielle comme un formidable outil, comme l'a dit le professeur Ding. Demain, l'intelligence artificielle, ce n'est pas du machine learning dans des centres de recherche ou dans des plateformes comme Amazon ou Alibaba. Demain, l'intelligence artificielle, c'est peut-être quelque chose que chaque individu, chaque citoyen, chaque consommateur, dont chaque consommateur peut disposer pour avoir accès à plus de connaissances, avoir accès à plus de pouvoir en tant que consommateur. Donc il ne faut pas forcément le voir comme quelque chose de centralisé, puisque au contraire, ça va offrir une opportunité de décentralisation et de réappropriation du pouvoir par le consommateur qui, grâce à sa propre intelligence artificielle, va pouvoir voir plus de choses, aller plus loin, trouver de meilleures opportunités pour travailler, de meilleures opportunités pour acheter, pour consommer. Donc le bonheur, là. Peut-être le bonheur. Donc peut-être le bonheur. Au fond, peut-être que si on travaille moins, comme l'a dit le professeur Ding, on a plus de temps pour faire autre chose. Mais c'est une structure de société différente et la technologie avance vite, il faut vite s'y préparer. C'est le rôle des politiques, c'est le rôle des régulateurs. Bon, vous me rassurez. Vous me rassurez alors. Alors voilà, merci pour la fin surtout, c'est pas parce que il vaut mieux que l'intelligence artificielle nous apporte plutôt le bonheur que la peur. Bon, merci beaucoup et merci aussi à nos chers téléspectateurs, surtout nos enfants téléspectateurs. Si vous nous regardez, il faut comprendre que le futur est une merveille. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.